Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 2 jours du retour du PSG sur les terrains pour commencer ce fameux marathon d'octobre où ça va jouer tous les 3 jours. Et pourtant, tous les yeux ne sont pas rivés sur le camp des loges que les joueurs ont retrouvé ce matin. Verratti et Sanchez étaient avec le reste du groupe sur les terrains à l'entraînement collectif. Quand Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient les deux absents, ils sont restés en salle. Voilà l'état des lieux de l'effectif, mais comme je le disais, les attentions ne sont pas là, mais plutôt sur les médias ou les polémiques qui lient directement ou indirectement le PSG et des figures de proue de notre institution se multiplient, sont quasiment incalculables, et pour suivre tout ça, il faudrait que Netflix s'empare de cette histoire qui est complètement folle. Les féminines, Nasser sujet d'une enquête sordide de Libération, et la dernière en date, c'est Christophe Galtier, les déclarations de Julien Fournier dans l'after-foot hier soir, qui vont faire grand bruit, alors que c'est une affaire, une histoire qui est connue des supporters de la communauté niçoise depuis plus d'un an. Bon, on va y revenir en détail dans la seconde partie de cette vidéo. Vraiment, ça me fait chier, je suis pas très à l'aise à parler des polémiques où, d'abord, c'est pas aux mains de la justice, mais aux mains des médias pour l'instant, et où tu as qu'une seule partie qui a parlé, à demi-mot qui plus est, pour Christophe Galtier. Bref, ça me gêne un petit peu, mais on va quand même en parler parce que ce sont des sujets très complexes et surtout où tout le monde, évidemment, doit avoir une espèce de prise de conscience, en fait. Voilà, savoir un petit peu, mais là, en ce moment, les langues se délient et c'est très bien. Avant cela, on va parler du mercato. On va revenir à l'essence de cette chaîne avec les papiers de la Gazzetta dello Sport ces derniers jours, évidemment, qui concerne Milan Skriniar, le dossier du défenseur. Luis Campos a promis que Galtier en aurait un cet hiver, et donc le dossier Milan Skriniar n'a jamais été fermé, on va dire, au PSG après l'échec de cet été. On rappelle que dès juin, le club savait qu'il fallait aligner plus que 50 millions et des bonus ou des joueurs pour convaincre l'Inter. Au final, on n'a jamais répondu à leurs exigences et on s'est retrouvé dans un cul-de-sac à vendre Abdou Diallo, prêté, et Thilo Kehrer, lui vendu en première ligue, pour au final ne pas amortir numériquement ces deux départs et te retrouver sans recrutement. Bref, hier, la Gazzetta disait que l'Inter s'est résigné puisque le PSG est prêt à proposer 25 à 30 millions d'euros cet hiver. Est-ce qu'il faut poser 20 millions pour 6 mois de contrat? Ma réponse est oui, concrètement. Alors oui, Milan Skriniar, de l'autre côté, est l'auteur d'un début de saison un petit peu chaotique. Les supporters de l'Inter ne diront pas le contraire. Mais de notre côté, si jusqu'à janvier on peut relativiser le souci de défenseur, on sait très bien que notre saison va se jouer après, en réalité, et qu'à ce moment-là, il va falloir recruter, que le mercato est complètement bouché en fait, parce que tous les mouvements ont eu lieu cet été. Je pense qu'il y a une carte qui risque de sortir, c'est celle de la Coupe du Monde. On sait très bien qu'il y a des joueurs de tournoi, et que donc il y a des défenseurs qui vont se montrer à leur avantage au Qatar cet hiver. Ça pourrait conduire à des affaires, à une médiatisation de nouveaux noms, évidemment, même si recruter des joueurs après un tournoi, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin à suivre. Par exemple, Samuel Umtiti est un exemple parfait pour nous Français. Paul Pogba, par exemple, est un joueur de tournoi. Bon, je suis pas vraiment de ceux qui feraient leur mercato en rapport avec un tournoi international où évidemment les conditions ne sont vraiment pas pareilles qu'en club. Donc pour ça, Milan Skriniar, je reste quand même assez pour 25 millions cet hiver. Aujourd'hui, Kimpembe est blessé. On a Mukiele qui s'est montré à son avantage plus en défense centrale qu'au poste de piston. Très difficile pour lui d'animer ce couloir. Techniquement, il n'a pas le niveau en fait pour apporter un petit peu de danger. Et puis en plus, il est esseulé par ses partenaires meilleurs techniquement et dépositaires du jeu. Il a fait une bonne rentrée contre Lyon au poste de défenseur. Alors c'était axial droit et Ramos, je crois, qui était repassé à gauche. Là, évidemment, à part Mukiele, on n'a personne. Peut-être El Shaddai Bichabu et encore. Donc, jusque novembre et la fameuse pause, on va pas se mentir. Oui, on joue beaucoup de matchs, mais en termes de prestige, c'est pas non plus le gratin. Voilà, on sait qu'on va commencer très fort avec la double confrontation contre Benfica, mais derrière, concrètement, l'enjeu, ce sera d'assurer en Ligue 1, creuser l'écart avec l'OM, et si tu gères ta double confrontation contre Benfica, de toute façon, tu en ressortiras qualifié, en fait, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, vraiment, relativisons ce problème de défenseur central. Oui, Kimpembe s'est blessé bêtement, attention, sur un tacle quand même à 80 mètres de ses buts.
en toute fin de match où il ne maîtrise absolument pas la dimension émotionnelle, alors qu'à ce moment-là, on rappelle qu'il avait le brassard de capitaine. Bref, une blessure musculaire qui était plus qu'évitable pour Presco. Et donc, je suis d'accord pour poser 25-30 millions sur Skriniar cet hiver. Alors, concernant les offres de prolongation, ça se complique vis-à-vis de l'Inter, ce qui peut se comprendre. Cet été, on pensait que si le PSG ne le recrutait pas, ça y est, l'Inter allait avoir le champ libre pour le prolonger. Au final, c'est pas le cas. D'abord parce qu'il fait un début de saison, comme je le disais, sur le terrain, qui est pas bon. Et ensuite, le joueur a peut-être son mot à dire, en fait. Il a demandé une prolongation pendant toute la saison dernière qu'il n'a jamais eue. L'Inter l'a mis sur le marché des transferts en juin pour au final bloquer très clairement son transfert. Parce qu'on peut tomber sur Antero Henrique qui est resté à 50 millions, qui a fait le rat. On sait très bien que le PSG n'est pas à 20 millions d'euros près. Voilà. Pour au final en plus ne pas avoir de plan B. Et ça c'est notre problème. Ça c'est le problème de Luis Campos. Pas avoir eu de réel plan B au cas où Skriniar ne passait pas. Mais dans tous les cas, si tu prends en fait le point de vue du joueur qui avait un accord contractuel avec le PSG, voulait venir, même s'il a toujours eu, et ça on va pas le nier, une attache évidemment avec l'Inter. Voilà, c'est un vrai guerrier de l'Inter qui a mouillé le maillot. Ils l'ont quand même pas vraiment respecté, la direction. Parce que 50 millions, on a beau dire, à 1 an de la fin de ton contrat, je suis désolé, mais c'est une offre pour Milan Skriniar, 27 ans, que tu ne refuses pas en réalité, tout simplement. Donc si tu es le joueur, tu peux te dire qu'il y a vraiment une illogique total au sein du club à pas vouloir te prolonger, te foutre sur le marché des transferts et refuser 50 millions plus un joueur. C'était l'offre du PSG tout au long de l'été. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Donc aujourd'hui la prolongation est difficile, l'Inter lui propose 6 millions plus des bonus, un contrat de 2 ans selon le Corriere della Sera. Et ça c'est important parce que c'est court, vous l'aurez compris. Milan Skriniar sait très bien qu'il est à un moment de sa vie où s'il signe un contrat de 5 ans, ce sera le plus gros de sa carrière. Il n'y a que le PSG qui aujourd'hui est capable de lui offrir, puisque selon la Gazzetta, c'est 9 millions avec bonus qui sont offerts au PSG. Là par contre, je suis un petit peu plus mesuré, disons, parce que on a remis de l'ordre dans la hiérarchie, la grille salariale au club. Là, 9 millions avec bonus, à savoir si c'est en net ou en brut. Je préférais que ce soit en brut très clairement qu'en net, parce que si c'est en net, au final, le mec te revient à 14 ou 15 millions par an. C'est quand même énorme. Cet été, ça parlait d'un salaire de 5 millions net, ce qui aurait été très très juste pour un Milan Skriniar, tout simplement. Donc voilà, le salaire doit être vraiment négocié, pas tomber dans le piège du joueur libre. Et puis, si cet hiver, l'Inter accepte de le laisser partir, on fonce pour 25-30 millions. Maintenant, aujourd'hui, la Gazzetta s'est elle-même contredit. C'est évidemment pas la source la plus crédible en Italie, puisque le propriétaire de l'Inter, Zhang, a promis qu'il allait injecter 100 millions dans les caisses avant le début du mois de décembre pour justement permettre à l'Inter déjà de refuser les offres concernant Skriniar cet hiver, et le prolonger avec une offre quand même attractive en matière salariale. Voilà. Mais dans tous les cas, tu prends quand même le risque de le voir partir libre en juin, parce que s'il ne veut pas prolonger, il ne prolongera pas le garçon. Dans tous les cas, je reste quand même persuadé que c'est un joueur à aller chercher, classe mondiale, dans un championnat quand même très tactique, physique aussi. Il collerait bien du coup en termes d'adaptation à la Ligue 1, il apporterait un petit peu de vitesse, de tonus et d'explosivité à cette défense qui en manque cruellement bien évidemment. Marquinhos pour le tonus, Ramos pour la vitesse et l'explosivité. À droite, il t'apporterait, concrètement aujourd'hui, l'axe droit de la défense est notre point faible en réalité, avec l'axe-axe. C'est-à-dire que dans l'axe, tu as Marquinhos qui ne gère absolument pas ses sorties d'alignement et qui du coup offre des boulevards en matière de profondeur. Mais à droite aussi, tu as des problèmes avec Sergio Ramos. On va d'ailleurs s'arrêter sur lui là dans cette vidéo. Achraf Hakimi qui peine un petit peu, du moins qui gère moins l'aspect défensif, moins bien que Nuno Mendes à gauche. À gauche, tu as Kimpembe et Danilo qui globalement étaient les deux défenseurs les plus en vue en ce début de saison sur ce premier rush là de septembre. Et Ramos qui du coup peine dans les 1 contre 1, est obligé toujours de faire faute très rapidement, quitte à prendre le risque de prendre un carton, parce que tu as la question des suspensions en fait. Elle se pose déjà là contre Nice. Ramos est sous la menace d'une suspension en cas de jaune pour accumulation, qui serait donc à purger contre l'OM. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je titularise Mukiele à la place de Ramos ce week-end. Tant pis si Ramos débute contre Benfica avec un manque de rythme, voilà.
parce que en défense, on ne peut pas se laisser aller avec ce problème de suspension. Bon, Ramos, son début de saison. Évidemment, premier bon point, il a enchaîné. Ça, ne pas oublier ça. C'est vrai qu'il était complètement aux oubliettes la saison passée. Il y a même eu une perte de confiance au sein de la direction Leonardo. On réfléchissait à le laisser partir cet été. Au final, il est resté, il a bossé dans son coin, c'est un grand champion. Bravo à lui, ça vraiment, c'est extraordinaire d'avoir un joueur comme ça. Là, papier de l'équipe ce matin qui dit que cet été, pendant l'affaire Neymar-Mbappé du pénalty contre Montpellier, c'est Ramos qui a joué les diplomates en allant voir Neymar, en lui disant « Écoute, ce sont des décisions du club, tu dois les accepter ». En gros, voilà, ferme ta gueule pour faire un petit peu caricatural. C'est bien de voir un leader comme ça sur le terrain, même si je trouve quand même que c'est à nuancer, parce que dans les moments où le PSG a subi, Ramos était quand même à mettre dans le même sac que les autres joueurs. Hein. Voilà, quand tu prends des sauces pendant toute une mi-temps contre la Juve, contre le Maccabi Haïfa, contre Lyon, où tu peines un petit peu en seconde, bon, contre Monaco par exemple, ou les temps forts de Brest, c'est vrai que bon, dans ces moments-là, Ramos, il n'a pas tiré son épingle du jeu en gueulant sur ses coéquipiers. Hein. Moi, franchement, en termes de leadership, c'est difficile à dire, c'est difficile à concevoir, mais la réalité, elle est là en fait. Objectivement, c'est Danilo. C'est Danilo qui gueule sur Marquinhos, qui gueule même sur Ramos à plusieurs moments, sur Donnarumma, sur ses milieux de terrain. C'est Neymar aussi, Danilo, Neymar, Nuno, enfin non, Nuno, lui, c'est plus individuel. Il parle pas trop à ses coéquipiers, il est plutôt timide. Mais voilà, globalement, les deux joueurs qui tirent un petit peu leur épingle du jeu en termes de leadership. Ramos, tout ça pour dire qu'il faut un petit peu nuancer son apport dans cette dimension et puis ses performances individuelles. Attention, c'est Ramos, c'est évidemment pas le Ramos qu'il a été tout au long de sa carrière. En plus, Galtier ne le met pas dans les meilleures dispositions parce qu'il le met à droite et je persiste et signe, il faut le mettre à gauche, là où il a joué pendant toute sa carrière, voilà, dans l'axe gauche ou alors dans l'axe pur de cette défense. Globalement, il y a quand même des moments de moins bien en termes de positionnement. La vitesse, on sait très bien qu'il aura toujours un temps de retard face aux ailiers un petit peu virevoltants de Ligue 1. Contre Lacazette, par exemple, bon, il a fini au sol. C'est vrai que des fois, il y a des petits sauts de concentration. Et puis à la relance, globalement, bah, on sait très bien qu'il a des qualités techniques qui sont extraordinaires, voilà, mais qui sont aujourd'hui sous-exploitées. Donc vraiment, Ramos, j'en attends plus en fait. Là, il a vraiment enchaîné et j'en attends plus. Et pour des gens qui ont... Enfin, les supporters ont globalement été très exigeants avec un Danilo par exemple. Là, j'aimerais quand même qu'avec Ramos, on soit plus exigeant. Par exemple, Kimpembe, même combat. Voilà, Kimpembe, parce que formé au club, Titi et tout ça, ça a été indulgent pendant trop de temps. Marquinhos, pareil, il y a des gens, mais sous ma vidéo, il y a des commentaires qui sont absolument aberrants. Il y a un mec qui est venu me dire qu'il faisait partie aujourd'hui des meilleurs défenseurs du monde. Mais on est où ? On est où ? À un moment donné, il faut être un petit peu objectif. C'est pas parce que les mecs ont eu des chants de la part des ultras, ont eu de bonnes déclarations et se sont bien comportés au quotidien vis-à-vis du club, que si leurs performances sont moins bonnes sur quand même une dynamique assez longue, à savoir des mois, il faut être plus indulgent en fait. Je comprends pas cette logique en réalité. Voilà, il y a des faits, il faut savoir être objectif et surtout exigeant quand tu es le PSG et que tu aspires à gagner la Ligue des Champions. La réalité, c'est que dans cette animation actuelle, avec les performances individuelles de nos défenseurs, ça va être compliqué de tenir tête à une armada offensive comme celle du Barça ou celle du Real. Voilà. Donc évidemment, exigence avec Sergio Ramos. Je le critique pas pour autant, hein. Je le critique pas pour autant. Vraiment, j'axe mon discours sur l'exigence. Bref. Et puis, j'aimerais soumettre un nom qu'on va sûrement voir dans les semaines à venir, puisqu'il est défenseur du Benfica. Il va fêter ses 19 ans fin octobre. Il a un contrat là-bas jusqu'en 2027. C'est Antonio Silva, un défenseur central, donc qui est droitier, donc capable de jouer à droite, mais aussi à gauche d'une défense à 4 actuellement. Il est grand, il fait 1m87. C'est un défenseur... La première de ses qualités, c'est vraiment la lecture du jeu, l'anticipation. Il est calme, on va dire. Voilà, c'est une force tranquille de la lecture du jeu. Ça, évidemment, c'est très important quand tu vois nos défenseurs actuels. Il est bon à la relance, hein, il a un petit peu la panoplie du défenseur moderne. Avec son mauvais pied aussi. Voilà, il est agressif, il est bon dans les airs. Et donc, je développerai ça lors du prochain mercato. Mais je soumets un petit peu cette idée. Il vient à l'instant, enfin, il profite des blessures au Benfica. Il n'a pas vraiment d'expérience en pro.
peut-être attendre la fin de la saison, mais dans tous les cas, Luis Campos, s'il veut axer son nouveau projet sur des recrutements moins onéreux et des joueurs d'avenir, évidemment que là, tu as un bon coup en réalité. Voilà, parce que si tu le recrutes maintenant, tu le recrutes avant qu'il explose médiatiquement. Exemple, Tchouaméni, l'été dernier, 100 millions au Real Madrid, alors que celui d'avant, évidemment qu'il y avait l'opportunité de le saisir pour une quinzaine de millions d'euros en réalité. Voilà. Là, il faut avoir un petit peu le nez fin en fait. Il y a trop de joueurs. Rafinha, tu le vois exploser avec le Brésil au Parc des Princes alors qu'il était à Rennes il y a 1 an et demi. Leao est le meilleur joueur de Serie A la saison dernière alors qu'il a fait une pige au LOSC et que tu ne l'as pas remarqué. Bref, dans tous les cas, Antonio Silva, je vous conseille de le regarder sur la double confrontation s'il joue. Voilà. Bref, passons aux polémiques. Donc, vous l'avez vu, papier de Libération sur les agissements de Nasser Al-Khelaifi concernant des dossiers compromettants sur des histoires de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et la vie privée personnelle de Nasser à Paris. Des documents détenus par quelqu'un dit lobbyiste qui résidait donc au Qatar. Il a été donc incarcéré dans des conditions assez discutables selon le papier Libération. Il aurait tout simplement subi de la torture en fait pour au final sortir quand il a rendu la fameuse clé USB, les dossiers et signé des accords secrets de confidentialité. En gros, je ferme ma gueule et je crois que s'il l'ouvre, il y a une espèce de clause qui dit qu'il sera solvable, qui devra 5 millions d'euros. Voilà. Donc en gros, on a fait taire quelqu'un qui avait des trucs compromettants avant la Coupe du Monde pour éviter d'entacher. Déjà que là, les polémiques commencent à sévir très très fort. Écoutez, évidemment que cette Coupe du Monde, on va pas se le cacher, est un désastre humain et écologique. Mais quand tu as attribué la prochaine aux États-Unis, je crois, et la précédente en Russie, quand tu vois toutes ces voix qui s'élèvent, là, toutes ces espèces de bien-pensants à 2 mois de la Coupe du Monde, alors qu'elle a été attribuée il y a plus de 12 ans, comme le soulignait Raphaël Varane, moi j'aimerais juste, en fait, là-dedans, ce qui m'importe, ce sont les joueurs qui sont confrontés à un déferlement médiatique, évidemment, et c'est très compliqué pour eux, en fait. Parce que dans ces histoires d'attribution, ils n'ont pas leur mot à dire, les joueurs. Ils ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, c'est ce qui les nourrisse. Évidemment, ils sont un petit peu pris au piège dans cette dimension, on ne va pas se le cacher. Et au final, c'est un petit peu des boucs émissaires. Ils sont un petit peu obligés de fermer leur bouche, même s'il y a des équipes qui font les trucs de maillot, comme le Danemark hier. Bon, si vous n'êtes pas content, vous venez pas, tout simplement. Voilà, moi, c'est mon avis là-dessus. Je le prends vraiment dans le sens des joueurs en fait. Oui, ils sont pas à plaindre parce qu'ils gagnent des millions, ils vivent de leur passion, mais de l'autre côté, rappelons que le métier de footballeur, en ce moment, les langues se délient, c'est pas tout beau tout rose, ce monde-là évidemment, et puis surtout ça demande des sacrifices en termes d'enfance. Ce sont des joueurs qui, et je prendrai l'exemple d'Mbappé, qui font une croix en fait sur l'enfance, sur l'adolescence, sur la socialisation dite secondaire à l'école, avec les amis et tout ça, parce que t'es de notoriété publique. Donc c'est très compliqué. Voilà, moi j'aimerais vraiment défendre avant tout la position des joueurs, qui sont en première ligne là-dedans. Et puis ensuite, évidemment, dénoncer cette hypocrisie. Ça fait 12 ans que c'est attribué. T'as François Hollande qui vient sur les plateaux télé dire que s'il était président actuellement, il se rendrait pas au Qatar en cas de demi-finale de l'équipe de France. Mais mon garçon, t'avais tout un quinquennat pour essayer de faire bouger les choses. T'as rien branlé, ça fait 12 ans que c'est attribué. Et puis surtout, le 2 poids 2 mesures vis-à-vis de la Russie en 2018 et les États-Unis. Bref, personne n'est tout blanc. Voilà, tout simplement. Et ces histoires-là, franchement, cette hypocrisie m'insupporte au plus haut point, même si, bien sûr, la réalité, c'est que le Qatar va devoir rendre des comptes aux tribunaux internationaux, aux organisations internationales, parce que, évidemment, là, il y a quelque chose qui coince. Bon, les histoires de crime et tout ça, c'est ce qui revient le plus, comme toutes ces pauvres personnes qui sont décédées, en fait, tous ces ouvriers immigrés qui n'ont pas bénéficié de conditions de travail qui respectent, en fait, le droit international et le droit du travail, et qui en sont morts pour une partie. Tout ça, c'est évidemment condamnable, regrettable, et on espère que ça va quand même se passer au mieux, quoi, cette Coupe du Monde, parce que
Dites-vous que là, en fait, c'est comme les histoires de col roulé Bruno Le Maire. On est fin septembre, les gars. On est à 1 mois et demi du début de la Coupe du Monde. Là, on est sur une surmédiatisation de cette histoire et j'ose pas imaginer ce que ça va être le 22 novembre quand ça va commencer en réalité. Parce que là, on est encore loin, même si c'est relativement proche dans les têtes, du coup d'envoi de ce tournoi. Pour faire le lien, par exemple, avec Bruno Le Maire qui te parle de col roulé fin septembre. Mais qu'est-ce que ça va être en janvier quand il fera nuit à 17h en fait et quand il y aura des températures négatives? Qu'est-ce que ça va être les manœuvres de communication du gouvernement? Là, ça y est, ils ont utilisé la carte du col roulé en janvier. Ce sera quoi? La combinaison de ski? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. On a parlé de la Coupe du Monde au Qatar, vidéo de 20 minutes, je vais m'arrêter là, on parlera de Galtier peut-être dans une autre vidéo, parce que sinon la vidéo est trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis concernant l'histoire de Nasser, en fait, tout doit être aux mains de la justice. Là, la réalité, c'est que le tribunal médiatique, ok, ça peut évidemment mettre en avant des circonstances qui sont très très graves, mais dans tous les cas, on doit laisser la justice faire son travail, s'emparer. Les médias ne doivent être qu'un relais pour cette institution qui doit absolument être indépendante et on doit préserver évidemment l'indépendance de la justice parce que là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué quoi. Bon bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like. Honnêtement, tout ce que j'ai dit là, en fait, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça me casse les couilles d'en parler. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est la tactique. Même le mercato me pète les burnes. Là, j'étais content de retrouver le PSG, une série de matchs, voilà, tous les 3 jours. Et là, cette trêve internationale a tellement été, mais en fait, c'est à se tirer une balle dans la tête, quoi. Toutes ces histoires, c'est un truc de fou. Même si, bien sûr, sur le fond, voilà, c'est très très bien. Ce sont des combats qui sont nobles. En tant que supporter, on a hâte en fait de retrouver le terrain. En plus de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toutes ces histoires parasites autour du char à voile, autour de Neymar Mbappé, qui rendent fou, quoi. Là, il y a trop de polémique, tue la polémique en réalité. Et là, tu en perds les pédales complètement. Bonne soirée à tous. Ciao les amis, on arrête pour aujourd'hui.